Bienvenue dans ce tout nouveau, tout beau book haul de la ressourcerie de l'écrivain. Alors juste avant d'aller acheter ces 4 bouquins-là, je m'étais dit que j'en achèterais plus d'ici mon anniversaire, donc à peu près l'automne. Et je me suis dit, faut plus que j'aille chez Auchan. Faut pas que j'aille me promener non plus sur Gilbert Joseph par exemple, parce que dangereux. Peut-être pas non plus sur Amazon ni sur la Fnac, parce que oui, je commande aussi sur Amazon. Faut que je me coupe des réseaux sociaux. Bon, on va dire qu'on va juste lever le pied, ralentir. De toute façon, les petits book hauls comme ça, c'est jamais des gros investissements. Ça commence juste à prendre beaucoup de place, mais c'est pas bien grave. Et il n'y a que 4 livres. On commence par... Donc c'est que des livres à 2 € et le dernier il est à 3,50 € et il y a 2 autrices et un auteur. On commence par L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou chez Folio. C'est une photo d'AKG Images, Interphoto Friedrich. Donc ça va être un zoom à mon avis. Le titre est sublime. L'aube sera grandiose, c'est vraiment très joli. Tu t'en sortiras toujours, maman. Rose aimée a pris ma main dans la sienne. Elle l'a serrée très fort et j'ai senti passer, entre elle et moi, comme un courant électrique puissant, une onde chargée d'un incroyable désir de vivre que rien ne pourrait t'empêcher. Pas même le chômage, pas même la pauvreté, pas même la solitude. Les secrets remontent toujours à la surface. Alors que Nine, 16 ans, devait se rendre à la fête de son lycée, sa mère l'embarque vers une destination inconnue, une cabane isolée au bord d'un lac. Cette nuit-là, la jeune fille découvre un incroyable roman familial. Quand l'aube se lèvera, plus rien ne sera comme avant. Olivia de Lamberterie de chez Télématin dit « On y rit, on y pleure ». Palpitant, jubilatoire, absolument formidable. Donc Anne-Laure Bondou, elle a écrit pas mal de choses. Elle a écrit avec Jean-Claude Mourleva. Donc elle écrit à la fois pour les adultes et la jeunesse. Je vous lis le premier paragraphe, un passage du premier chapitre. Vendredi, 22h. Cette histoire commence là, juste entre l'embranchement entre Saint-Sauveur et Beaumont, sur la départementale qui traverse le plateau. Nous sommes fin juin, à la tombée de la nuit. La voiture ralentit, quitte la route principale, bifurque vers un chemin forestier mal entretenu, puis s'enfonce plein phare sous le tunnel des branches pour descendre en direction du lac. C'est une vieille voiture de marque allemande, le genre de tank démodé, qui pollue l'atmosphère depuis la fin du XXe siècle et qui fait honte à la fille assise à l'arrière. La fille, c'est Nine, 16 ans la semaine prochaine, 500 km de silence au compteur. À travers la vitre, elle observe la nuit et la laideur inquiétante de ce paysage de broussailles, regrettant de ne pas avoir eu le culot de sauter en marche avant la bretelle du périph'. Car à l'heure qu'il est, si sa mère ne l'avait pas kidnappée, elle serait chez elle à Paris, en train de se préparer pour la fête du lycée. Bien entendu, elle a hurlé. « Tu peux pas me faire ça, maman, c'est pas juste. Toute la classe y sera, tout le lycée, tout le monde. » S'en est suivi une longue liste de prénoms. Margot, Béné, Iselle, Arthur, Samy, Kim, Manuela, censés convaincre sa mère de faire demi-tour. Mais les plaintes et les cris n'ont servi à rien. Le temps de le dire, la voiture fonçait déjà sur l'autoroute. Adieu Paris, adieu la fête. Au moment où elle franchissait le premier péage, Nine a escaladé son siège pour se réfugier sur la banquette à l'arrière, le plus loin possible de sa mère, et elle a pris son téléphone. Elle avait la rage. Titania était dingue et complètement égoïste, comme d'habitude. Elle ne lui avait même pas dit où elle l'emmenait, ni jusqu'à quand. Est-ce qu'on peut porter plainte contre sa propre mère pour enlèvement ? Nine ne s'était pas séché les cheveux à la sortie de la piscine, et des gouttes chlorées tombaient sur l'écran du téléphone en même temps que ses larmes. Puis, kilomètre après kilomètre, ses cheveux ont séché, ses yeux aussi. Maintenant, elle n'a plus de batterie. Elle regarde dehors, elle a faim. Donc je suis très intriguée. De mémoire, Anne-Laure Bondou, j'ai dû en entendre parler sur la chaîne Le Souffle des mots de Audrey, je ne sais plus son nom, et sans doute aussi chez Muffin & Book, donc chez Marie Repelin. Et comme j'en ai entendu parler, là aussi. Alors là, on est, tant que nous sommes vivants, chez Gallimard de Anne-Laure Bondou également. Beau et Ama travaillent dans la même usine. Elle est ouvrière de jour, lui, forgeron la nuit.
Dès le premier regard, ils tombent follement amoureux. Un matin, une catastrophe survient et ils doivent fuir la ville dévastée. Commence alors pour eux un fabuleux périple à travers des territoires inconnus. Mais quand l'ombre a pris la place de la lumière, l'amour suffit-il à nous garder vivants? Porté par la grâce d'une écriture ciselée, un grand roman d'aventure sous forme de conte moderne, rare, puissant, hypnotique, par l'auteur du Temps des miracles et des larmes de l'assassin. Je vous laisse regarder la beauté noire et blanche de ce livre. Bon, 2 €, il a déjà été lu, il a déjà son petit vécu, il y a du relief, et je pense qu'il y avait une espèce de petit vernis qui est un peu parti. On est chez Gallimard Jeunesse, ça date de 2014. Aux ouvrières et aux ouvriers de ma famille, aux générations de femmes et d'hommes dont je suis née. Je vais vous lire le prologue, il est court. Un feu brûlant vous brûle, mais un feu éteint ne vous éteint pas. Terrain vague de Sandro Veronesi. Prologue. Nous avions connu des siècles de grandeur, de fortune et de pouvoir, des temps héroïques où nos usines produisaient à plein régime, où nos villes se déployaient jusqu'au pied des montagnes et jetaient leurs ponts par-dessus les fleuves. Nos richesses débordaient alors de nos maisons, gonflaient nos yeux, nos ventres, nos poches, tandis que nos enfants, à peine nés, étaient déjà rassasiés. À ce moment sublime de notre histoire, nous n'avions peur de rien. Autour de nous, des plaines fertiles s'étendaient à perte de vue. Nos drapeaux flottaient, conquérants, au sommet des hautes tours que nous avions bâties, et aveuglés par l'éclat de notre propre triomphe, nous avions la certitude que chaque pierre posée demeurerait là pour l'éternité. Mais un jour, les vents tournèrent, emportant avec eux nos anciennes gloires. Des sommes colossales se mirent à changer de main, 1000 fois par seconde. Des empires que nous avions crus immuables s'effondrèrent, tandis que d'autres s'engendraient, loin de nos frontières. Dans une accélération imprévue, la fortune que nous pensions acquise nous échappa. Nos villes, autrefois si grasses, devinrent sèches et laides. Les unes après les autres, nos usines cessèrent de produire, précipitant sur les routes des armées d'ouvriers aux mains vides. Dans les ports, dans les gares, nos cargaisons et nos trains restèrent à quai. Nos banques fermèrent, puis ce furent nos petits commerces, nos grands hôtels, nos stades, nos théâtres. Bientôt, nos enfants eurent faim, et comme chacun redoutait de perdre le peu qui lui restait, la peur nous enveloppa de son haleine glaciale. Plus de drapeaux, plus de désirs, plus de rêves. Le feu qui nous avait habités s'était éteint, et notre communauté se replia sur elle-même. Une époque nouvelle commença, un temps sans panache ni projet, où plus personne, pas même le vieux Melchior, ne devinait l'avenir. Nous attendions quelque chose, mais nous ne savions pas quoi. Ceux qui travaillaient encore se levaient chaque matin aussi fatigués que la veille et s'endormaient chaque soir sans révolte. Tels des bêtes engourdies par le froid, nous retenions notre souffle et les battements de nos cœurs. Nous ne vivions plus qu'à moitié. Pourtant, au milieu du renoncement général, certains eurent l'audace de tomber amoureux. Les plus fous d'entre eux s'aimèrent. Beau et Ama furent de ceux-là. Les témoins de leur rencontre s'en souviennent. Demandez-leur. Ils vous raconteront alors l'étrange impression qui s'empara de tous lorsque Beau entra, un matin d'hiver, dans la salle des machines. Ça donne super envie. Trop envie. C'est un bouquin qui fait quasiment 300 pages. Ça finit par un extrait de Souffle, un poème de Birago Diop. On passe à un autre joli pavé, tout d'or paré. La fiancée de Bombay de Julia Gregson aux éditions France Loisirs. Je n'arrivais pas à lire le mot édition. Donc c'est un très joli livre avec du doré parce que Bombay. Et en fait, je vous avais déjà présenté un bouquin comme ça. Ça fait penser aux intégrales de chez J'ai lu. Après, avec cette charte graphique, plutôt les romances. Mais par exemple, les intégrales fantasy ou SF, elles vont être plus sombres en fonction de l'ambiance du bouquin aussi. Donc, Julia Gregson. Apparemment, la maquette, c'est dpcom.fr. Et c'est Condé Nast Archives Corbis. Je pense que c'est au niveau de ça, par exemple.
et traduit de l'anglais par Catherine Ludé. Automne 1928, 3 jeunes Anglaises embarquent sur un bateau à destination de l'Inde. On va voyager. Pour Viva, ce voyage est avant tout le moyen de revenir sur les traces de ses parents morts à Bombay alors qu'elle était enfant. Rose, ravissante jeune fille d'une dangereuse candeur, est sur le point d'être mariée à un officier de cavalerie coloniale qu'elle connaît à peine. Victoria, sa demoiselle d'honneur, pleine d'imagination, se montre déterminée à perdre sa virginité au cours du voyage avant de se trouver un époux aux Indes. Toutes les trois ont des raisons différentes de quitter l'Angleterre, mais les bagages d'espoir et de secrets qu'elles emportent ne les ont pas préparées à ce qui les attend. Donc, ça a été publié chez Jean-Claude Lattès en 2008, je pense. Londres, septembre 1928. Jeune femme responsable, 28 ans, aimant les enfants et ayant vécu aux Indes, propose de servir de chaperon de Tilbury à Bombay en échange de la moitié du prix du billet. Viva Holloway avait payé 3 shillings et 6 pence pour faire paraître son annonce dans le numéro de septembre de Madame, lorsqu'elle se retrouva, à peine 5 jours plus tard, dans un restaurant de Londres, attendant Madame Jonty Sowerby, sa toute première cliente. Elle pensa qu'une influence bénéfique avait dû jouer en sa faveur. En vue de cet entretien, elle avait abandonné sa tenue habituelle, soie fluide, s'emprunter ou acheter d'occasion dans des ventes de charité, pour sortir le tailleur de tweed gris qu'elle détestait, mais qui lui avait rendu service quand elle avait travaillé temporairement comme dactylo. Sa chevelure, sombre, épaisse et plutôt rebelle, avait été humidifiée puis domptée en un strict chignon. Elle pénétra dans le brouhaha élégant du salon de thé, où un pianiste jouait quelques notes décousues. Une petite femme, maigre comme un oiseau, coiffée d'un chapeau extraordinaire, sorte de cage de laquelle jaillissait à l'arrière une plume bleue qui retombait vers l'avant, se leva pour l'accueillir. À son côté se tenait une jeune fille grassouillette et silencieuse qu'elle présenta, à la grande surprise de Viva, comme étant sa fille, Victoria. C'est celle qui veut perdre sa virginité. Toutes deux étaient entourées d'un monceau de bagages. Une tasse de café fut proposée, malheureusement sans accompagnement solide. Viva, qui n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner, lorgnait sous une console de verre quelques scones et un appétissant gâteau aux noix. « Elle semble extrêmement jeune !» s'exclama immédiatement Madame Sowerby en parlant à Victoria, comme si la nouvelle venue n'était pas là. « Maman !» protesta sa fille d'une voix étranglée. Viva remarqua aussitôt les yeux magnifiques qui se tournaient vers elle, immenses, et d'un bleu sombre inhabituel, virant au violet. « Excusez-la, je n'y peux rien !» clamait-il en silence. « Je suis désolée, ma chérie, mais c'est le cas !» insista Madame Sowerby, faisant la moue sous son extravagante coiffe. « Oh mon Dieu, quel tracas !» D'un ton compassé, elle s'adressa enfin à Viva. Victoria se rendait aux Indes, expliqua-t-elle, pour assister, en tant que demoiselle d'honneur, au mariage de Rose, sa meilleure amie, qui devait épouser à la cathédrale Saint-Thomas de Bombay. Ici, un frémissement vaniteux fit vibrer sa voix, le capitaine Jack Chandler, du 3e régiment de cavalerie. Un chaperon avait été engagé, une certaine Miss Moylette, qui s'était désistée à la dernière minute, arguant soudain d'un engagement vis-à-vis d'un homme âgé. Ayant posé sa tasse, Viva adopta l'expression d'une personne éminemment responsable. Elle devinait dans l'attitude de son interlocutrice un sentiment d'urgence, une impatience de voir l'affaire résolue. « Je connais très bien Bombay », déclara-t-elle, ce qui était vrai jusqu'à un certain point. Elle avait traversé la ville dans les bras de sa mère à l'âge de 18 mois, puis de nouveau à l'âge de 5 ans, époque à laquelle elle se souvenait d'avoir mangé une glace sur la plage, et enfin à 10 ans pour la dernière fois. Jamais elle n'y était retournée depuis. Victoria sera en de bonnes mains, crut-elle bon d'ajouter. La jeune fille l'observa, le regard plein d'espoir. « Vous pouvez m'appeler Thor si vous voulez, dit-elle. Tous mes amis le font. Bref, l'idée de petite bonne femme là, qui traverse le monde pour se rendre dans un pays un peu inconnu quand même, ça me botte bien. Dernier livre, ce n'est pas un roman. Surprenant Moyen-Âge de Didier Chirat. Quand 10 siècles d'histoire éclairent la société d'aujourd'hui. Donc c'est un Larousse. Avec une couverture, une miniature du XVe siècle, éducation des enfants, vous noterez le bâton. Parce que, les marmots, faut serrer la vis. On est donc chez Larousse, je crois que je l'ai dit.
Période fascinante, allant de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 aux grandes découvertes en 1492, le Moyen-Âge couvre 10 siècles d'histoire fourmillant d'innovations et de vicissitudes. Sauriez-vous les nommer ? En 80 récits évoquant la religion, la justice, la politique ou encore les sciences et les arts, cet ouvrage nous plonge dans ce foisonnant Moyen-Âge et révèle à quel point son influence perdure dans notre société actuelle. Des termes et expressions d'aujourd'hui comme la banlieue, la courtoisie, faire les 400 coups, tenir le haut du pavé, trouvent leur origine à cette époque. Notre patrimoine architectural, avec ses loges maçonniques, ses cathédrales et ses châteaux forts, est aussi hérité du Moyen-Âge, tout comme notre actualité, avec la guerre sainte des croisades et le terrorisme des assassins. Le Moyen-Âge n'est pas non plus exempt de règles et coutumes déconcertantes. Ordalie, peine d'infamie, exposition des cadavres et d'interprétations scientifiques et médicales déroutantes, à l'image des maladies issues du péché ou des saignées. Tantôt avant-gardiste, tantôt décadent, découvrez ce surprenant Moyen-Âge. Donc Didier Chira, c'est un professeur d'histoire-géographie qui... Alors, il a aussi écrit en 2018 Les petites histoires de l'histoire de France. Donc, c'est son deuxième ouvrage, celui-là. Je vais évidemment pas... Ça sent l'encens. J'aime bien. Il y a une très jolie chronologie. Très bonne idée. Un truc très synthétique comme ça, c'est très bien. Avec la chute de l'Empire romain, conversion et baptême de Clovis à Reims, les musulmans commencent la conquête de l'Espagne, etc. On finit par la prise de Constantinople par les Ottomans et la fin des guerres de 100 ans en 1453 et la découverte de l'Amérique et la fin de la reconquête en Espagne en 1492. Donc il y a une petite intro. Je vais me ruer sur la table des matières pour vous dire un petit peu de quoi ça cause. Il y a 10 parties. Dieu pour le meilleur et pour le pire, Sainte Relique, les bâtisseurs, le monde des villes et des affaires, Roulet jeunesse, les femmes au Moyen-Âge, les hommes de pouvoir, les hommes de guerre, les hommes de science et que justice soit faite. Il y a une petite biblio non exhaustive. Je vous la montre rapidement. Si vous voulez faire un arrêt sur image et vous ruer sur votre crayon et votre post-it, attention. Très bien. On prend un truc au pif. Attendre 107 ans. L'inauguration d'une cathédrale représente toujours un moment de célébration exceptionnel, où la fierté du maître d'ouvrage, celui qui commande l'édifice, s'étale devant les nombreux invités. Laïcs et religieux s'extasient en effet devant les audaces et le luxe du nouvel édifice. De nombreux évêques et seigneurs rentreront chez eux avec la volonté affichée de copier ce qu'ils viennent de contempler en mieux. C'est cette jalouse émulation qui couvre l'Europe tout entière d'un blanc manteau d'église, d'après l'expression du moine Raoul Glaber. Mais l'ambition coûte cher. Les riches commanditaires consacrent une partie de leur fortune au chantier, qu'ils soient de grands seigneurs laïcs ou des membres du haut clergé. Les évêques Maurice de Sully à Paris ou Geoffroy de Montbray à Coutances en constituent deux exemples. Certes, ces donateurs aisés inscrivent souvent leur nom dans la pierre de l'édifice ou obtiennent, en contrepartie de leurs investissements, le droit d'être inhumés sous le dallage de la cathédrale, quand même, ou déposés dans un somptueux tombeau. Seulement, la construction engloutit des sommes colossales, toujours insuffisantes. Quand l'argent vient à manquer, le chantier s'interrompt aussitôt, ne reprenant qu'une fois les vannes financières rouvertes. Voilà pourquoi l'édification complète s'éternise souvent. S'il ne faut que 28 mois pour achever Saint-Pierre à Montpellier, entre 1364 et 1367, et 3 ans pour Saint-Urbain à Troyes, entre 1263 et 1266, 3 siècles sont en revanche nécessaires pour Saint-Gratien à Tours et 5 pour Saint-Corentin et Quimper. Je suis de Quimper, je ne savais pas. Quant à Notre-Dame de Paris, commencée en 1163, elle aurait fait patienter les fidèles pendant 107 ans, selon la tradition, d'où l'expression actuelle pour désigner une attente interminable.
Donc, il parle d'alourdir les taxes quand il n'y a plus de sous et compagnie. Franchement, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est des anecdotes historiques ou des anecdotes un petit peu sur d'autres trucs de ce genre, en fait, des anecdotes sur la survie, des choses comme ça. Et souvent, ce genre de petits bouquins avec des trucs qui sont vraiment anecdotiques, ça va me donner envie de creuser quelque chose. Donc pourquoi pas, par exemple, la construction des cathédrales, coucou les piliers de la terre. Mais ça peut arriver que ce genre de livre ou une revue me donne une idée pour écrire une histoire. Je vous laisse là. Sur ce, c'est seulement 4 livres pour une somme folle de 9,50 €. Et je vais un petit peu arrêter d'en tourner parce que là on est le vendredi 7 juin et j'ai pas lu énormément des bouquins que j'ai achetés en book haul ou récupérés en boîte à livres ou achetés d'occasion ou neuf. Donc je vais un petit peu me détendre et en lire et faire circuler tout ça si ça me plaît moyennement ou si je ne prévois pas de les relire. Je vous souhaite un très bon mercredi, passez une très belle journée, couvrez-vous parce que à mon avis, vu le nombre de book haul qu'il y a avant, là on va se retrouver en 2025 facile. Février, allez. Et rêvez tout grand et lisez tout plein. Salut!